Bon, aujourd'hui, euh, nous allons parler dans le cadre du four de grillage. Euh, Par bullage, nous allons parler des zones de température. Ici, nous avons représenté euh, un four de grillage par le tronc, l'alimentation de l'air soufflé par le bas, l'évacuation des gaz et poussières par le dessus, l'alimentation en pulpe par un côté et l'alimentation en eau de refroidissement ou eau d'exothermie par un autre côté. Dans le corps du réacteur, nous avons représenté trois zones qui sont une zone de séchage, une zone de grillage et plus bas une zone de fluidisation. Il faut savoir que on envoie de l'air soufflé pour maintenir le matériau en suspension dans le réacteur afin qu'il puisse être sujet à la température sur toutes ses faces, parce que le matériau sera mouvant. Si le matériau était entassé, il serait attaqué sur une partie de sa surface. Mais tandis que là, comme il y a fluidisation dans le réacteur et c'est par bullage, ce n'est pas comme un four à flux circulant. Ici, le matériau reste dans le réacteur essentiellement le temps du grillage avant de sortir. Alors pour ça, il faut qu'il y ait une sole. Une sole, c'est le fond du réacteur qui est perforé avec des orifices particuliers qui permettent à ce que l'air entre, l'air soufflé entre et soulève le lit et participe au processus chimique en amenant de l'oxygène, participe au processus de régulation et participe au processus mécanique en soulevant le matériau à griller. Donc, la pulpe est alimentée dans le réacteur par un canon. En anglais, on appelle le canon feed gun. Non, feed gun, c'est un feed gun, un canon. Et ce canon peut être pourvu à son extrémité, à sa sortie, d'une tête qui peut être ordinaire, une tête avec orifice, ou une tête avec hélice. Tout ça dans le but de pulvériser le matériau dans le réacteur afin que on puisse l'alimenter correctement. Il faut éviter d'envoyer un flux d'un matériau humide et pâteux qui va tomber dans le fond du réacteur et qui va constituer une amorce de défluidisation. Ça signifie un endroit où les matériaux ne vont pas être relevés, les matériaux ne vont pas être grillés et cette zone aura tendance à grandir par agglomération de nouvelles particules et là on perd euh, l'opérabilité du réacteur. Donc, comme je l'ai dit, ça vient en parapluie et ça entre dans un four qui est supposé être déjà chaud à température opérationnelle. Cette température, ainsi que les pressions choisies pour l'opération du réacteur, sont décidées par un diagramme qu'on appelle le diagramme Kellogg, qui donne l'étendue des zones de compression particulières en fonction de la température et de la pression. C'est un diagramme en trois dimensions. On peut, il y a la température, il y a la pression de SO2 et la pression d'oxygène, mais on peut se décider de l'avoir en deux dimensions. C'est comme si on faisait une photographie dans le réacteur. Le matériau arrive humide. On suppose ici qu'on a une alimentation humide, une alimentation en pulpe, et cette pulpe est séchée. Elle est débarrassée de son eau qui a servi à véhiculer le matériau dans la première zone, la zone la plus haute. Et ensuite, le matériau descend par gravité. Et là, il s'approche du milieu du réacteur, nous allons appeler la zone de grillage. Mais en bas, il y a une zone de fluidisation, qui est la zone la plus chaude, là où les actions de réaction de sulfatation ou d'oxydation selon le cas se font. C'est ainsi que nous avons nos trois zones, séchage, grillage, fluidisation. Il faut faire attention quand le système de dépoussiérage tire trop le matériau. Le matériau risque de ne pas descendre dans le fond du four. On voudrait qu'il descende. Ce qu'on tire, c'est seulement des particules fines qui ne peuvent pas descendre à cause de la faiblesse de leur densité. Mais si vous tirez trop, vous aspirez trop avec votre
votre aspirateur, votre exhausteur, vous risquez d'avoir un circuit de dépoussiérage fortement chargé. Tout est bien réglé. Alors, on a parlé de l'eau d'exothermie qui empêchait à ce que le réacteur s'emballe. Quand nous disons que le réacteur peut s'emballer, c'est quand soudainement on a un apport important en sulfure, un matériau qui est soudainement plus riche en soufre. Ça arrive dans la partie industrielle. Eh bien, on ne veut pas qu'il y ait apparition de métal par la fusion qui peut avoir lieu. Et on refroidit le réacteur, l'intérieur du réacteur avec un jet d'eau aussi en parapluie et on fait de sorte que ça ne touche pas les, pardon, les réfractaires. Le four est muni de réfractaires et ces réfractaires ne sont pas faits pour être mouillés à l'eau. Ça signifie que l'eau d'exothermie va s'ouvrir et elle est réglée sur la température du réacteur. Il y a plusieurs cannes pyrométriques, des cannes qui mesurent la température du réacteur, de telle sorte que quand on a une température de consigne qui est dépassée, l'eau d'exothermie s'ouvre à un débit qui est modulé, qui permet à ce que la température redescende dans la zone souhaitée et la vanne va être fermée. C'est comme ça. C'est ainsi que nous avons les trois zones essentiellement. Le tout, c'est un ensemble, c'est vrai, mais on peut distinguer ces zones de séchage, grillage et fluidisation par ce qui se passe là-bas. C'est le système de dépoussiérage, si on doit en parler, il amène des particules fines et ces particules peuvent être récupérées dans un système de dépoussiérage qui peut être un dépoussiérage à sec dans des sacs ou dans des cyclones ou même un procédé électrostatique. Et puis plus loin, on peut aller vers les dépoussiéreurs humides avec des solutions appropriées afin que les matériaux métallifères qui ont été emportés puissent se retrouver dans le circuit à l'endroit souhaité. En fait, c'est ce que je voulais vous dire pour le moment. On peut dire beaucoup sur cet équipement qui est fantastique, qui permet de transformer des sulfures en sulfate ou des sulfures en oxyde, selon le besoin, selon ce qu'on a comme processus ultérieur. Allez, on va en parler plus tard. Merci.